Est-ce qu'il me met enregistrement en... Voilà. Bien. Donc on est bien. Voilà, on fera un petit montage. Hein. On se retrouve en confidentialité. On n'aura pas nos participants à interagir avec nous, mais bon, c'est un plaisir de vous rencontrer déjà et de vous accueillir dans ce webinaire. Webinaire donc, qui est organisé par le syndicat national des dirigeants territoriaux, donc SNDGCT. Le SNDGCT donc, qui a organisé une série de webinaires sur la transition écologique dans le cadre des partenariats des savoirs, avec l'idée que nous avons donc un focus aujourd'hui sur les déchets, la gestion des déchets. Et pour animer ce webinaire qui donc initialement était en live mais qui ne sera qu'en podcast, nous avons 3 intervenants, donc Franck Pilar qui va se présenter, mais qui, pour résumer avec des mots novices, c'est peut-être pas la carte de vie tout à fait, mais pour moi, je le vois comme le directeur national des relations avec les collectivités sur la partie déchets de notre partenaire Veolia. Il dira plus précisément ses fonctions tout à l'heure. Ensuite, nous avons 2 personnes qui vont donc donner plus un point de vue local. Le président du CITEVOM, Joël Brice, hein, qui donc nous fait le plaisir de participer à cette visio, et donc son directeur général des services, Christophe Tary, accessoirement membre du syndicat. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long parce qu'en fait, on a un petit quart d'heure de raté de début, et encore une fois, je m'excuse auprès de ceux qui avaient prévu en live, et je vais leur faire un petit message pendant que vous discutez les uns les autres pour m'excuser de tout ça. Mais au moins en podcast, on va essayer de leur produire de la matière intéressante. Pour commencer donc nos échanges sur la question de la gestion des déchets dans le cadre de la transition écologique, je vais donc donner la parole à Franck. Franck, déjà, au-delà de présenter un peu le travail de Veolia, mais en rapide sur la question des déchets, il me semblait intéressant de faire intervenir un expert que tu es sur la notion justement de rapport d'un grand opérateur des déchets, national et international, à la transition écologique. Donc, je te laisse nous dire ce qu'il en est. Tu as une présentation que je vais afficher pendant que... Merci Xavier, et merci à vous tous. Je me présente en 2 mots, donc Franck Pilar, je suis directeur commercial France pour Veolia sur la partie recyclage et valorisation des déchets. Et puis j'ai une seconde casquette que je vais mentionner, je suis aussi, j'ai l'honneur de présider un collège à la FNAD, donc la Fédération nationale des activités du déchet, et je préside le collège services usagers et numériques. Donc c'est aussi dans ce cadre de retour d'expérience et dans cet engagement important que l'on a aussi vis-à-vis de votre syndicat, et pour être intervenu parfois déjà sur le partenariat des savoirs. En tous les cas, ce sont des échanges qu'on apprécie. Je débute. Allez, on va partager débuter rapidement. Alors, je vais me permettre de ne pas me mettre en présentation parce que ça va être compliqué de le faire tout en même temps, et puis j'ai eu assez de galères aujourd'hui. On va rester serein sur les modalités de partage d'écran. Donc, je vais aller chercher ta présentation. Hop, elle est là. Voilà, donc normalement, tout va bien. Parfait. Donc, en fait, cette présentation, je vais la faire en quelques slides, volontairement pour avoir une approche de partage de réflexion véritablement sur cet univers passionnant qui est celui du déchet devenu ressource. Et dans une vision très clairement, je pense qu'on a un service public essentiel, dont le caractère essentiel a été réaffirmé d'ailleurs pendant la crise Covid, la première crise Covid, mais un service public de notre point de vue professionnel, en tous les cas de Veolia, un service public à repenser, à réinventer autour de l'inclusion territoriale et de la décarbonation, pour en faire véritablement un vrai service public territorial. Donc c'est dans cet esprit que je vous propose de dérouler ma présentation. Alors, pour illustrer mon intervention, je vous propose, j'ai utilisé un peu le format de la route d'Hemming avec, vous savez, Plan, Do, Check, Act. Je l'ai essayé de l'approcher alors sans prétention aucune, hein, c'est mon approche des 4C.
de se dire à un moment donné, on est à la fois sur un enjeu de comportement, sur un enjeu de captation des flux, sur un enjeu de complémentarité des solutions entre elles, et bien évidemment un enjeu concernant des coûts, mais parfois d'ailleurs on pourrait modifier l'orthographe des coûts pour l'écrire aussi COUPS, tant parfois le sujet est compliqué à appréhender. Ce qui est important, c'est finalement, et c'est vraiment l'esprit de la route des lignes, c'est que chaque item en lui-même est bien évidemment a des configurations particulières, mais tout fonctionne en interaction. Et c'est l'ensemble de ces interactions qui permettent finalement d'adresser ou d'avoir une vision complète de l'écosystème territorial du service public de prévention et de gestion. J'appelle, moi, de moins en moins déchets, mais de plus en plus des ressources. Et ce que je vous propose, c'est de passer point par point, finalement, ces 4 C. Alors, le premier C, c'est celui des comportements. C'est un enjeu fondamental, comportement de nos citoyens, mais aussi de nos usagers. Vous le savez que mieux que d'autres, étant confrontés à la question des collectivités, le citoyen est un élément important et sans doute l'usager qui ressort en priorité. Mais finalement, quand on travaille sur le service public, on voit bien qu'on a des différentes catégories d'usagers et que derrière, on doit aller aussi de plus en plus vers une précision du citoyen dans son propre environnement, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une petite, moyenne, grande commune, est-ce qu'on est dans de l'habitat vertical dense. On voit bien que les enjeux, entre guillemets, de ce que je vais appeler moi de sectorisation du morphotype urbain ou rural que l'on va avoir ont des impacts directs sur l'approche comportementale. Deuxième sujet important du comportement, c'est qu'on a de notre point de vue l'obligation de se repenser, de se réinventer face à un constat qui n'est pas extrêmement sympathique et que vous vivez, puisque vous êtes confronté à ça, c'est l'augmentation des incivilités que l'on constate, augmentation du nombre de dépôts sauvages, mais aussi augmentation des dépôts de rue, augmentation du nombre ou de la fréquence des dépôts que l'on peut avoir autour des points d'apport volontaire, par exemple. J'en veux pour preuve que quand on regarde au niveau de la profession, sur les 18 derniers mois, il y a pratiquement plus de consultations qui sortent en termes de marché public sur, par exemple, la collecte des points d'apport volontaire, sans que nous ayons une clause dans le CCTP d'entretien, généralement 5 mètres autour des points d'apport volontaire, tant le sujet a pris de l'importance. Le deuxième constat qui est assez perturbant, c'est la dégradation de la qualité du tri. Alors, il y a des collectivités qui s'en sortent mieux que d'autres, mais globalement, la tendance nationale est une augmentation du refus de tri, et alors renforcée à la fois par des effets, on va dire, Covid. Dans certains cas, ils avaient été positifs, dans d'autres cas négatifs, et renforcée aussi par, on va le dire clairement, l'extension des consignes de tri, ça permet d'aller chercher peut-être des nouveaux trieurs, mais ont aussi un impact sur la dégradation qualitative du tri. Or, l'enjeu qualité, j'y reviendrai, mais l'enjeu qualité est fondamental dans les années à venir. Le troisième constat, c'est la question de la durabilité du passage à l'acte citoyen ou des usagers. On observe que même dans des collectivités extrêmement vertueuses, pionnières, on a des retours de flamme un petit peu sur des comportements ou des gens qui ont fait déjà des efforts, considérés qu'ils avaient fait un certain nombre d'efforts. Aujourd'hui, une motivation ou une conviction qui fléchit un peu. Et ça se traduit dans la question de l'engagement durable, passage à l'acte de nos citoyens et usagers. Alors face à tout ça, en tous les cas, derrière ces constats, c'est un vrai principe de réalité dont je vous parle. Il faut absolument réagir. Et de notre point de vue, il faut qu'on sorte d'une vision extrêmement technique qu'on a pu avoir jusqu'à présent du service public de gestion des déchets pour aller sur l'incorporation, ou en tous les cas aller sur véritablement une meilleure utilisation des sciences humaines et comportementales. Moi, je vais vous dire très clairement, en tant qu'opérateur, jusqu'à présent, nous intervenions sur le domaine public face à un exercice de présentation au niveau de la collecte, mais on n'intervenait pas dans le foyer, on n'intervenait pas, on ne recherchait pas quelque chose sur finalement le comportement des citoyens.
Et donc, on voit bien que si on veut embarquer demain les citoyens, il faut aller sur véritablement sortir de cette vision technique et parfois culpabilisante en termes de communication, notamment sur le tri, la qualité, le refus, avec des guides de tri qui ne sont pas d'une simplicité biblique en termes d'appréhension. Et j'observe que d'ailleurs, il y a beaucoup de collectivités qui s'engagent sur cette voie. Elles sont de plus en plus nombreuses à d'ailleurs avoir recours à des sociologues ou ethnosociologues qui vont mener des tests chiffres. C'est le cas à Nantes, je crois qu'il y en a une qui se termine prochainement, où on sait que, par exemple, là, on est sur la collectivité de Rennes Métropole, avec Xavier, puisqu'on est dans la mairie de Mordel, qui est une des collectivités, une des communes de Rennes Métropole. Je sais que Rennes Métropole a énormément travaillé avec la méthode feedback, avec des sociologues, pour analyser finalement les comportements, la réaction et l'inscription dans la durée d'un geste de tri. Et puis après, vraiment pour aller sur les comportements, on considère aujourd'hui que la meilleure démonstration finalement d'un passage à l'acte réussi, c'est quand le citoyen va pouvoir mesurer l'impact de son geste à l'échelle de la proximité la plus parlante pour lui, c'est-à-dire souvent son quartier. L'environnement dans lequel il réside, l'environnement dans lequel il vit, et donc ça se fait notamment au travers d'emplois. Un des signaux les plus forts étant les emplois durables non délocalisables. Et on voit bien que là-dessus, il y a une vraie transformation. On va aller vers moins de déchets, on va aller vers plus de réemploi, plus de réparation, plus de recyclage et en qualité, et ça va se traduire par moins d'emplois sur les activités traditionnelles de nos services de collecte et autres, et davantage d'emplois à créer, y compris peut-être des emplois à inventer demain, à l'échelle finalement de la proximité citoyenne. Et je trouve que ça, sincèrement, nous on y croit vraiment fort, en disant là, il y a une occasion de pouvoir embarquer les citoyens. Je continue sur mes C. Donc le deuxième C, si vous le permettez, c'est la captation. Alors volontairement, c'est un peu provocateur, mais j'essaye de vous emmener peut-être sur en tous les cas, je l'espère, sur quelques changements de paradigme dans l'approche. Captation pour ne pas parler de collecte. Je pense que là, encore une fois, cette vision très technique que l'on a eue, il faut qu'on sorte d'une vision purement logistique du sujet, qui était avant fondée sur une forme de collecte-évacuation, historiquement liée à une vision hygiéniste ou sanitaire, pour aller vers une logique de captation. C'est-à-dire de captation finalement des flux. Et puis quand je suis sur la captation, j'introduis une notion de valeur. Encore une fois, avant j'étais sur du déchet, maintenant je suis sur une ressource. Et quand je suis sur cette notion de ressource, il me faut impérativement faire tous les efforts nécessaires pour préserver l'intégrité physique des flux ou des matériaux que je souhaite capter. Parce que si je veux réemployer, réparer, réutiliser, il n'est pas possible qu'à un moment donné, je laisse tous ces flux aller directement dans une benne dans laquelle je vais faire de la compaction. Donc on voit bien qu'on a cet enjeu. Et captation, c'est aussi de se dire quelles sont les solutions complémentaires que je peux introduire sur une vision d'un territoire pour se dire, mais est-ce que finalement, à terme, les meilleurs moyens d'aller collecter dans un centre-ville, est-ce que c'est durablement de faire passer des bennes ordures ménagères ou des bennes pour le sélectif? Est-ce qu'on ne peut pas travailler avec d'autres partenaires qui font des livraisons pour repenser finalement les enjeux de reverse logistique, des emballages ou d'autres produits? C'est tous ces sujets qu'il faut introduire, et bien évidemment, ça change complètement les approches, et ça veut dire aussi à un moment donné qu'il faut peut-être aborder les sujets différemment dans le cadre de la commande publique pour pouvoir aller jusqu'à ces approches. Bien évidemment, c'est réduire les fréquences. Je mentionne toujours finalement que dans un monde où on doit aller vers moins de déchets, mieux en termes de qualité, sortir des nouveaux flux comme le tri séparatif, les biodéchets dans le cadre du tri séparatif des biodéchets, ben, paradoxalement, les moyens de collecte dont la fréquence, les moyens de collecte les plus importants restent en France aujourd'hui consacrés aux ordures ménagères résiduelles. Or, si on se projette dans tout ce que vous vivez actuellement et la loi AGEC et les objectifs, finalement, l'ennemi fait les ordures ménagères résiduelles. Pourquoi je consacre autant de moyens aux ordures ménagères résiduelles alors que finalement, il faudrait, pour leur faire faire une cure de slim fast, contraindre de plus en plus le geste, en tous les cas, sur les ordures ménagères résiduelles. Si je mets moins de volume de bac, si je mets moins de fréquence sur les ordures ménagères résiduelles, mécaniquement, je peux espérer
obliger les gens à aller un peu plus vers la sortie et s'intéresser au tri séparatif des biodéchets, au sélectif, ou en tous les cas, aller vers les déchetteries. Donc, on a ce point qui est extrêmement important. Bien évidemment, décarbonation, les flottes de véhicules, on voit bien que toutes les évolutions vont vers forcément des énergies, des nouvelles énergies, des énergies vertes ou un petit peu plus vertueuses. Ça peut aller aussi alors avec un programme territorial et un projet territorial, et j'y reviendrai, ou ça peut être aussi des solutions transitoires en attendant de basculer vers quelque chose de plus ambitieux avec l'utilisation des biocarburants d'origine végétale dits de type baissant. Enjeu de la qualité des flux. Bien évidemment, réduire le refus de tri, mais le sujet est véritablement d'importance. Je parlais tout à l'heure d'une dégradation. On voit bien que si on veut tenir les standards qui vont être de plus en plus précis des filières de recyclage, si on veut rentrer dans des processus industriels, il faut à un moment donné que les produits qui vont rentrer dans des unités de régénération et autres soient d'une qualité plus importante qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et là, on a un souci, c'est que effectivement, la qualité du flux n'est pas au rendez-vous. Je vais le dire avec mes mots, hein, mais on le connaît dans l'informatique, shit in, shit out, quoi. Si on rentre, passez-moi l'expression, mais si on rentre de la merde dans un centre de tri, on va ressortir de la merde. On aura beau mettre tous les moyens sur les nouvelles technologies, la robotisation, l'intelligence artificielle, la qualité du flux entrant est fondamentale. On le voit arriver dans la profession. Dans les derniers appels d'offres, là aussi, sur les 18 derniers mois, je peux vous assurer que de plus en plus, on renvoie vers le collecteur, au moment de la collecte, le contrôle qualité sur le flux. Évidemment, quand vous voulez collecter la qualité du tri sélectif opéré par un citoyen dans un bac jaune présenté à la collecte, vous soulevez le couvercle, vous voyez la surface du jeu, mais vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur du bac. Donc, on est en train de s'équiper. Et l'ensemble de la profession avance sur des nouvelles technos, notamment pour mettre des caméras à l'intérieur des trémies pour pouvoir reconnaître à l'intérieur et identifier des refus de tri et faire des corrélations entre la géolocalisation des véhicules pour pouvoir mener des actions correctives. Vous voyez l'enjeu, parce que l'enjeu qualité, on voit bien, tout le monde comprend que une fois que c'est rentré dans le centre de tri, c'est extrêmement compliqué. Donc, en fait, on est tout de suite en amont et on demande à l'opérer au moment de la constatation. Et là, quand on constate, encore une fois, si on est en logique de captation d'un flux, ce sera plus facile de travailler sur la qualité. Quand on est dans les logiques de collecte traditionnelles, un peu plus difficile. Je me rappelle sur l'horaire. Faut accélérer un peu. Faut que j'accélère. Voilà. Très bien. Troisième C, c'était les bases, c'était important. Troisième C, c'est la complémentarité des solutions à l'échelle territoriale. Il n'y a pas de bon ou mauvais choix sur les solutions de traitement et de valorisation des déchets. Il y a des solutions qui sont à penser à l'échelle d'un territoire. Chaque territoire est unique, il est multicomposite. Vous connaissez ça bien mieux que moi. Il a son histoire, il a fait des choix. Certains choix peuvent les embarquer sur une durée qui n'est pas tout à fait compatible avec l'évolution des réglementations. Et donc, en fait, il faut faire sa traduction en droit local pour une bonne digestion réglementaire. Et en se disant, il n'y a pas d'opposition entre les filières. Il n'y a pas d'opposition entre la méthanisation, des solutions de valorisation énergétique, CSR ou autre. C'est vraiment la complémentarité à l'échelle territoriale qui est finalement la voie, de notre point de vue, la voie principale. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est le lien qu'on a entre ces solutions et la décarbonation, notamment des flottes. On voit de plus en plus de projets émerger. Certains avaient été des pionniers, mais en tous les cas, la voie, elle est tracée sur finalement des boucles territoriales extrêmement vertueuses qui se créent entre la fourniture de l'énergie à une flotte de véhicules qui collectent des déchets organiques ou résiduels sur un territoire, alimentant l'unité de production de cette même énergie. Donc ça, c'est assez fantastique, parce que là aussi, en termes de vecteurs de communication et de démonstration du geste citoyen, là, on a des éléments de valeur dont on parlait ce matin avec Xavier, qui sont extrêmement intéressants à fournir. En revanche, ça peut appeler des changements de paradigme. Et je voudrais juste l'illustrer sur la façon dont on peut interpréter l'obligation qu'il y a maintenant sur le tri séparatif des biodéchets. En fait, vous êtes sur un territoire, vous avez actuellement pas peu ou des solutions de traitement sur les biodéchets de type assez traditionnel. Et vous dites finalement, moi, mon enjeu, il est peut-être plus logistique.
C'est-à-dire, j'ai cette obligation de tri séparatif et je vais mettre en place tous les moyens indispensables pour travailler sur l'évitement du biodéchet, c'est-à-dire le gaspillage alimentaire. Ensuite, je vais travailler sur le compostage individuel quand c'est possible. Je vais travailler peut-être sur le compostage partagé. En tous les cas, je vais essayer d'éviter autant que faire se peut une logistique nouvelle de collecte en porte-à-porte des biodéchets. Et ça s'entend et c'est complètement cohérent en fonction de la situation. Maintenant, je vous propose un autre schéma. C'est le schéma où la collectivité, le territoire, se dit à un moment donné, mais nous, on a un vrai projet industriel partagé avec des industriels de l'agroalimentaire ou du monde agricole pour créer une méthanisation industrielle. Méthanisation industrielle dont les gisements seront d'origine agricole, industrielle, gros producteurs de type grande distribution, commerce de bouche, etc. Mais aussi, bien évidemment, avec le flux de la collectivité. Et là, vous allez sur le dimensionnement d'un équipement avec un minimum de tonnage. Et si le tonnage de la collectivité est à 50% des apports garantis pour faire fonctionner cette unité de méthanisation, à ce moment-là, là, vous vous dites, on peut se dire à ce moment-là, mais finalement, mon enjeu d'alimentation durable de mon unité nécessite peut-être que je sorte le maximum de biodéchets. Et à ce moment-là, la solution collecte en porte-à-porte peut devenir quelque chose de cohérent. Parce que là, vous n'êtes pas sur une vision purement thématique, logistique. Vous êtes sur une vision finalement d'alimentation durable, d'un outil territorial qui va pouvoir apporter à la fois une valeur énergétique et puis derrière un digestat qu'on va pouvoir avec un digestat faire un retour au sol. Donc c'est juste une illustration. Il n'y a pas de vérité dans ce que je dis. C'est juste qu'à un moment donné, je crois qu'en fonction des projets territoriaux qu'on peut avoir, il faut vraiment penser les choses de façon globale et pas forcément mettre les thématiques bout à bout, parce que souvent on arrive à terme à parfois quelques petites incohérences. Enfin, le sujet des coûts. Rapidement. Alors, on l'a évoqué, malheureusement, augmentation de la TGAP, les tri, les nouvelles déchetteries, le traitement, tous les sujets vont augmenter pour des raisons multiples. Et donc, comment assurer finalement la maîtrise de l'évolution de ces coûts? C'est un sujet actuellement qui ressort partout. Les questions de la tarification incitative et des REP. Est-ce que la tarification incitative est la bonne ou la solution? J'en sais rien. La notion d'incitation, la notion d'évolution de comportement, certainement. Est-ce qu'il faut passer au fiscal par rapport à ça? Au niveau de la profession, on l'encourage, parce qu'effectivement, ça a des effets vertueux, mais on comprend aussi toutes les difficultés de passage, et notamment les questions de tarification sociale ou de choix qui sont véritablement à faire. Sur la question des REP, est-ce que les REP seront la variable d'ajustement qu'on attend demain, vous savez, sur les coûts aidés, etc. Je n'en sais rien. En tous les cas, il va y avoir un décalage et du retard à l'allumage par rapport à tout ce qui est prévu dans la loi AGEC. J'observe aussi que de plus en plus, les nouveaux éco-organismes ou les nouvelles REP vont attaquer simultanément le sujet des ménages et des professionnels. Et ça aussi, c'est pas sans interrogation sur le rôle du service public, ses limites, l'approche des gros producteurs, des catégories dites de gros producteurs, et finalement l'aménagement ou pas des déchetteries par rapport à ça. Et surtout, on arrive à un moment donné où parfois il est de plus en plus compliqué de justifier l'effort citoyen et l'évolution des coûts. Je le disais avec Xavier, j'ai croisé beaucoup d'élus à l'occasion du Salon des maires, et beaucoup m'ont rapporté ce propos, y compris pour des pionniers en redevance incitative, en disant mais on a demandé des efforts, on continue d'en demander, et malgré tout, on est obligé d'augmenter les prix. Et là, on a un risque parfois de décrochage de certains citoyens qui étaient motivés et qui ont un peu de mal à comprendre. Donc ça, c'est vraiment un sujet qui doit nous appeler à beaucoup d'innovation et de vigilance en même temps sur les axes de communication. Il y a eu des communications parfois sur la baisse des coûts. Aujourd'hui, à minima, c'est sur la maîtrise de l'évolution des coûts. Et sans doute, il va falloir innover pour trouver d'autres éléments de valeur en termes de communication. On est bon, les 5 R pour les... Voilà, les 5 R, je passe rapidement, mais si on veut faire moins mieux autrement, en changement de paradigme, c'est bien aussi évidemment d'avoir cet enjeu de réduction, de réemploi, réutilisation, réparation, recyclage que vous connaissez parfaitement. Et pour nous, d'avoir aussi, en tous les cas dans les services et nos collègues, d'aller vers des évolutions de marché
avec de plus en plus de notions de performance pour changer un paradigme important, c'est-à-dire ne plus être jugé, comme ça, encore le cas aujourd'hui, sur des tarifications à la tonne, des prix à la tonne, mais d'être jugé finalement sur l'évitement des déchets, l'amélioration des conditions de réemploi, de réutilisation et de réparation. La dernière ou... Et là, très rapidement, hein, j'avais mis peut-être ce slide sur finalement les contrats de performance déchets, mais dans la commande publique, on a aussi des cas, et dans la région Grand Est notamment, vous avez 2 cas et 3 cas bientôt de délégation de services publics de la totalité des déchets avec véritablement des challenges. Mais l'enjeu ici sur les contrats de performance déchets porte véritablement sur la définition du périmètre que l'on veut mettre dans la performance et dans finalement les typologies de critères, de bonus, malus que l'on va mettre en place, qui sont généralement sur les tonnes évitées, qui sont généralement sur la sortie du tri séparatif des biodéchets, hein, et pas la collecte nécessairement porte-à-porte, qui sont sur la réduction des émissions CO2, qui sont sur l'amélioration de la relation usagée et qui sont sur l'amélioration de la qualité du tri. Et le dernier point, pour piloter ces approches-là, la data devient essentielle. Et enfin, un message fort que je voudrais passer, ça réinterroge aussi sur la gouvernance de l'EPCI avec les communes, parce que si on veut embarquer les citoyens demain, on ne peut pas le faire sans une implication très forte des communes, et plus particulièrement du rôle essentiel qui est joué par le maire de la commune. L'intercommunalité n'est pas identifiée. Le maire, il a un rôle clé, et on peut l'alimenter sur des réponses de plus en plus individuées à l'échelle de la commune ou des citoyens grâce aux data. Merci de votre attention. Merci Franck, très bien, c'était à peu près le temps imparti. Je trouve que ça introduit très très bien les notions techniques, les notions aussi de gouvernance, et je partage cette idée que va falloir qu'à un moment donné on ait les outils pour aller au bout de tous ces contrats, toutes ces injonctions un petit peu quand même à la fois du contexte et des citoyens. Pour continuer, donc illustrer vraiment de façon très concrète une initiative que je trouve très riche et très inspirante, je vais vous passer la main, messieurs, du site EVOM. Donc, je sais que vous avez un numéro abouti à 2, et je vais vous laisser gérer du coup votre présentation. Hein. Christophe, tu partages ton écran et on vous écoute avec attention sur cette expérience très riche et très intéressante, inspirante du site EVOM. Je vous laisse gérer votre présentation si vous voulez bien et la présentation du site EVOM. Je ne l'ai plus là. Bien. Alors, on n'a plus la présentation. Tu l'as en direct, la présentation? Alors, tu l'as plus avec toi. On va la prendre. Je la reprends, je la remets, je la remets. Si tu veux bien la remettre, ça va me simplifier le... Voilà. Okay. En tout cas, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. Attendez, on va juste reprendre la main. Mais là, je pense quand même que vous m'entendez. C'est un plaisir partagé de participer à cet échange ce matin. Une petite présentation de la collectivité qui va vous être faite et qui va être dans la continuité de ce que vous avez présenté aujourd'hui, avec un côté plus expérience vécue, puisqu'on est voilà, une collectivité qui a cette compétence traitement des déchets. Voilà, on est en train de partager là. Je pense que tout le monde voyez bien la présentation. C'est impeccable. Voilà, donc le site EVOM, syndicat de traitement et de valorisation des ordures ménagères. Et c'est quelque chose qu'on garde dans cet acronyme, mais qui n'est plus du tout adapté, puisqu'on est bien dans la valorisation des déchets des ménages et presque maintenant des ressources des ménages. J'ai entendu tout à l'heure l'allusion qui était faite par Franck. 2 petits bandeaux qui nous caractérisent. Le premier, c'est celui de la Marianne d'Or du développement durable, que vous voyez peut-être affiché ici sur notre slide. Marianne d'Or qui nous a été attribuée en 2012 pour une performance de baisse de l'ordre de 30% des déchets par habitant sur cette même année 2012. Messieurs, on a perdu la présentation. J'en remets, je crois qu'on a décroché. Oui. On avait décroché. C'est bon? C'est bon. C'est revenu, d'accord. Et puis l'autre petit bandeau, c'est celui plus connu et plus commun du territoire zéro déchet, zéro gaspille, qui est un label en fait obtenu
renouvelée sur la prévention et les moyens importants de la prévention de la production des déchets. Donc, pour peut-être situer un petit peu les choses au niveau géographique, parce que les auditeurs, même s'ils ne sont pas en direct, mais qui nous rejoindront via le podcast, puissent nous identifier, notre territoire du Citevom, il a la particularité, c'est une collectivité un petit peu atypique, puisque son périmètre dépasse celui du département de la Haute-Saône. La Haute-Saône étant située en périphérie de la région Bourgogne-Franche-Comté et aux confins de la Lorraine, là-bas, tout à l'est. Donc on est vraiment à quelques 1000 kilomètres de votre lieu ce matin. Et c'est une présentation quand même qui nous permet voilà, de bien identifier par rapport à nos partenaires ou un certain nombre de filières qui sont quelquefois organisées en périphérie de notre territoire. Le petit patchwork que vous voyez là, au milieu, c'est le périmètre du Citevom, donc qui est plus grand que le département, je le disais, avec un appendice dans le Doubs central, autour de la région de Baume-les-Dames, appendice historique avec une collectivité qui était rattachée au syndicat de traitement, syndicat de collecte qui était rattaché, et puis qui s'est agrandi petit à petit avec les tribulations de la loi NOTRe et qui a, fusion de communautés de communes, fait aujourd'hui un périmètre stabilisé de 628 communes, donc 80 communes qui sont dans le Doubs, et qui est donc composé de 11 adhérents, 2 syndicats de collecte, les plus importants, le SICTOM et le SCODEM, le SICTOM qui regroupe 99 000 habitants, et un autre syndicat de collecte, le SCODEM, une communauté d'agglo autour de Vesoul, et puis 8 communautés de communes qui ont toutes gardé la compétence collecte, que ce soit en régie ou déléguée à une entreprise. Donc ce périmètre, donc 628 communes, je disais donc, 262 000 habitants, qui fait que quand le préfet de la Haute-Saône vient nous voir, il est presque envieux parce que notre périmètre, notre collectivité a plus d'habitants que son département. La slide peut-être après, voilà. 11 collectivités adhérentes, on l'a détaillé, un budget, je vais aller très vite, de 35 millions d'euros annuels, et dont 17 millions d'euros investis dans nos installations depuis 2012. Nos installations qui sont multiples, on va les détailler juste après. 120 agents composent notre collectivité, disséminés sur tout le territoire, puisque dans nos 120 agents, une grande proportion sont des agents gardiens de déchetterie, même si le terme aujourd'hui n'est plus adapté. Ils sont plus conseillers du tri en déchetterie, tellement leur rôle est devenu précieux dans l'information et dans la destination des déchets lorsqu'ils sont apportés en déchetterie. Donc 120 agents, 80 agents gardiens de déchetterie, une partie administrative ici même sur Noisy-le-Trèroux, le siège de notre syndicat, et puis une régie de transport avec des chauffeurs pour transporter à peu près la moitié de nos flux ici de déchetterie, et donc une gestion RH compliquée, avec la dissémination de nos agents sur un territoire aussi gros que le département, mais qu'on a pu améliorer et peaufiner avec des chefs de zone qui sont en lien permanent entre le siège et entre chacun des gardiens qui sont quelquefois isolés dans leur déchetterie. 35 déchetteries et 4 quais de transfert, la particularité aussi, on est propriétaire de 35 déchetteries sur l'ensemble du territoire, ce qui en fait une densité relativement importante et qui permet d'avoir un accès aux déchetteries dans tout point du territoire à moins de 20 minutes. Donc, ce qui est quand même une prouesse, une performance qui aussi améliore, mais ça nous punit quelquefois, la captation des déchets des ménages en déchetterie, les fameuses DMA qui nous sont souvent reprochées d'être assez hauts parce qu'on a des services qui sont performants. 4 quais de transfert, c'est juste pour, compte tenu de l'étendue de notre territoire, massifier les transports des ordures ménagères résiduelles et de la collecte sélective en FMA, plutôt que d'avoir des petites bombes qui viennent ici sur le centre de traitement à Noidans. Et puis donc, nos deux gros outils qui sont le centre de valorisation énergétique à Noidans-le-Ferroux d'une capacité de 41 000 tonnes,
et un centre de tri adossé à l'usine avec un programme de travaux qu'il a vu s'améliorer, le moderniser et le porter à une capacité de 30 000 tonnes. Et le dernier né de nos outils, c'est Symétrie, qu'on détaillera tout à l'heure, Christophe va le faire, sur une plateforme de valorisation et de massification des déchets issus de déchetterie, parce que la particularité, c'est que nous avons la main sur la totalité des déchetteries, le haut de quai comme le bas de quai, qui nous permettent d'avoir, voilà, au niveau de la communication, au niveau de nos gardiens, mais aussi de la réactivité par rapport au transport des déchets. Et Symétrie, c'est le dernier né de nos outils qui nous permettent justement de mieux valoriser et d'associer nos usagers jusqu'au bout avec la création d'emplois directs sur le site de Duxon. Voilà résumé un petit peu notre collectivité, où on viendra sur chacune de ses compétences. Je vais enchaîner un petit peu sur le contexte pour que vous puissiez bien mesurer, en fait, comme l'évoquait Franck Pilar tout à l'heure, il y a beaucoup de choses à faire, mais sur notre territoire, beaucoup de choses se sont déjà déroulées. Donc, ce qui va nous permettre aussi de restituer un peu une certaine expérience, même si on n'est pas encore au bout de la conquête, j'allais dire, des déchets, de la réduction des déchets. Et vous allez voir que sur notre territoire, au travers des prochaines slides, on va vous présenter un peu ce qui s'est passé depuis ces plus de 10 dernières années. Il y a d'abord eu en fait vraiment une stratégie qui a été bâtie avec un vrai plan d'action depuis plus de 10 ans, avec cette volonté vraiment farouche de réduire les déchets et de trouver des solutions qui soient moins impactantes, à la fois environnementalement parlant et aussi économiquement parlant, pour être plus supportable sur le territoire et pour les citoyens. Donc tout ça s'est déroulé en fait avec différents outils. Tout d'abord, vous le voyez, un plan de prévention et de réduction des déchets qui s'est incarné par différentes actions assez emblématiques sur le gaspillage alimentaire, sur la réduction des déchets à la source, mais aussi, et on en parle beaucoup en ce moment et depuis déjà quelques années, par l'instauration assez massive sur notre territoire de la fameuse redevance incitative. On va y revenir dans les détails, mais également par la mise en place, et cela très tôt, de ce qu'on appelle l'extension des consignes de tri, c'est-à-dire qu'en fait, dans le bac jaune, dans son bac jaune à domicile, puisque c'est notre organisation, nous pouvons mettre la totalité et l'ensemble des emballages, ce qui est possible sur notre territoire depuis 2012 à titre expérimental, 2016 sur la totalité du territoire, et qui pour l'instant n'est encore pas diffusé à l'ensemble du territoire national. Un autre point important, c'est la collecte en porte-à-porte sur notre territoire, dont on a effectivement dit qu'il était massivement et beaucoup plus rural. L'enjeu a été aussi d'aller collecter en porte-à-porte et de responsabiliser l'habitant pour lui donner aussi des solutions en fait, de proximité et de revenir sur un mode de collecte en porte-à-porte plutôt que de développer des points d'apport volontaires. Il y a eu des effets très concrets avec la fermeture d'un centre d'enfouissement qui enfouissait encore des déchets ordures ménagères, qui étaient propriété de la collectivité et qui a pu fermer grâce à cette politique incitative et de réduction massive des déchets dès 2014. Et on a rajouté, tout ça s'est fait évidemment avec l'adhésion des usagers. Ça n'a pas été un vain mot. Il y a eu beaucoup d'engagement, beaucoup de discussions, beaucoup de participation avec nos élus sur le terrain. On parlait des maires tout à l'heure, mais je confirme qu'effectivement, ils ont un rôle déterminant, nos 628 maires, dans la communication du quotidien, dans les messages à faire passer, parce qu'on est souvent dans des messages longs et qu'il faut être également des messages durables. Alors pour revenir un petit peu, mais on va aller assez vite sur les actions emblématiques de chacune de ces items. Donc sur le plan de prévention, vous voyez, la mise en place du compostage de manière assez massive, puisqu'à l'heure actuelle, nous avons à peu près pour 262 000 habitants, 35 000 composteurs qui ont été distribués, sans compter le compost en tas, qu'on ne comptabilise pas évidemment, mais qui est aussi une pratique en milieu rural. Des actions importantes sur le gaspillage alimentaire, en ciblant notamment plutôt les cantines et les restaurations collectives, que ce soit des lycées, des collèges, des centres périscolaires sur le territoire, mais aussi des cantines d'entreprise qui ont eu des effets assez massifs sur la réduction de ce gaspillage alimentaire et qui ont été traduits dans les chiffres que nous avons pu constater précédemment. Des opérations aussi sous brouillage des déchets verts, mais je ne vais pas trop aller plus loin parce qu'on pourrait en parler, c'est un sujet à part entière. Et puis également, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, la redevance incitative qui a un effet
comme son nom l'indique, très incitatif, c'est-à-dire qu'on donne la main en fait à l'habitant, à l'usager, de pouvoir, j'allais dire, calibrer ses déchets et de pouvoir avoir tous les outils pour les réduire et en même temps d'avoir la main sur sa facturation. Donc 80% des habitants du territoire Cité-Veuve ont en fait la main sur leur production de déchets, avec évidemment tous les outils que l'on a pu mettre en place, parce que donner la main sans produire les outils, c'est effectivement pas envisageable. Et puis, un coût qui est effectivement bien maîtrisé au niveau des déchets, c'est quelque chose que l'on a constaté en tout cas sur ces dernières années de déploiement. Le contexte, je vous le disais, aussi dans notre territoire, nous sommes un territoire pionnier sur l'extension des consignes de tri, avec un démarrage en 2012 et puis une généralisation dès 2016, ce qui fait que, comme le slogan de Citeo le dit, chez nous, tous les emballages se trient. On vient même d'y rajouter tout ce qui est petit emballage métallique et aluminium, notamment pour traiter la question des capsules de café, qui sont également possiblement triables et recyclables dans notre centre de tri, et donc que l'on peut mettre en tant que citoyen dans le bac jaune. Notre territoire est également un territoire donc en porte-à-porte. 100% du territoire est collecté, suivant deux flux, un flux donc classiquement ordures ménagères et un flux bac jaune, bac de tri pour la collecte sélective. Le reste des conteneurs en point d'apport volontaire sont des conteneurs verts, puisque nous gérons également la collecte du verre sur le territoire avec 1700 points de collecte. Et également, nous avons remis en place des conteneurs papier, cela pour pouvoir aller capter des flux de papier et désengorger un peu aussi le bac jaune qui a été vite rempli avec toutes les nouvelles matières, les nouveaux emballages, plastiques en tout genre, film, qui sont des emballages aussi très volumineux et qui prennent beaucoup de place dans les bacs de tri. Alors pour traduire tout ça, les performances, simplement pour donner voilà un petit peu l'ampleur de ce qui s'est passé sur le territoire, en quelques chiffres et rapidement, entre deux années repères, 2007-2020, les ordures ménagères ont subi une véritable cure d'amaigrissement, puisque c'est un peu plus de 50% des tonnages d'ordures ménagères qui ont été réduits sur notre territoire, avec une production d'ordures ménagères qui était en 2007 de 261 kg par an par habitant et qui est en 2020 à 126 kg par an par habitant. A contrario, j'allais dire, la collecte sélective a pris une ampleur assez conséquente, nous étions à 36 kg en 2007, nous sommes passés à 80 kg par an par habitant en 2020, donc un peu plus de 120% d'augmentation. On vous a mis en bas les repères nationaux. Un Français moyen, je ne parle pas de celui qui habite les grandes villes, c'est plutôt 248 kg d'ordures ménagères et c'est plutôt aux alentours de 50 kg de collecte sélective en moyenne. On le précise également, nous les 80 kg de collecte sélective, c'est évidemment en dehors également de la production du verre, puisqu'il faut rajouter également 43 kg par an par habitant de verre qui sont également recyclés et captés sur notre territoire. Donc voilà les principales données et la traduction de cette politique volontariste de réduction des déchets dans les chiffres qui nous permettent de voir que, effectivement, quand on veut, quand on le décide, finalement, on peut faire des choses en donnant également tous les outils pour les habitants et les contribuables du territoire. Juste peut-être une petite remarque ou une précision. On parlait tout à l'heure de la collecte au porte-à-porte dans un territoire rural. Avec les performances qu'on peut voir aujourd'hui et qu'on a pu mesurer, on est pratiquement passé sur 80% du territoire, on va dire, à une collecte en C05. Donc ça veut dire que la maîtrise des coûts a pu se faire par une diminution de la fréquence de collecte. Et la redevance incitative est souvent accompagnée de cette collecte un petit peu moins fréquente. Et dans les volumes qu'on constate là également, on a maintenant un équilibre des flux. On a autant de flux collectés en bac jaune plus le vert, donc en matière recyclable, par rapport aux 126 kg d'ordures ménagères. On a maintenant une croisée presque des courbes qui s'est réalisée. Voilà, donc quelques actions marquantes de ces dernières années qu'on va dérouler pour comprendre un petit peu comment fonctionne notre collectivité. D'abord sur
l'évolution de notre collectivité qui est, on disait, 11 adhérents qui délèguent un adhérent par tranche de 10 000 habitants. Donc notre collectivité est composée de 31 élus. Et il y a une maîtrise des coûts avec une vision pluriannuelle qui est donnée aux élus, avec une étude prospective financière qui est partagée et un territoire qui est stabilisé, mais aussi avec des partenariats qui sont passés avec nos collectivités homologues qui nous entourent, en dépannage quelquefois, lorsqu'on a des unités d'incinération qui ont des arrêts techniques, ou en partenariat consolidé, c'est le cas avec le Pays Montbéliard Agglomération, qui a fermé son centre de tri et pour lequel on a un partenariat, une convention de traitement de leurs flux captés, qu'on consolide et qui nous permettent justement d'envisager des investissements partagés et mesurés. Sur la valorisation énergétique, notre usine de valorisation a une capacité de 41 000 tonnes, dégage une production électrique parce qu'on n'a pas de réseau de chaleur, on est une unité située plutôt en campagne, donc on n'a pas un centre urbain avec un réseau de chaleur qui aurait pu être déployé. Donc on produit de l'électricité l'équivalent de 2000 foyers et on est plus en usine d'incinération, mais bien entendu, par nos performances, en unité de valorisation énergétique. Les 41 000 tonnes, on disait tout à l'heure, on a 33 000 tonnes d'OMR qui nous sont produites, donc on complète avec des dépannages de nos autres collectivités, un petit peu de DIB, et puis une petite partie de nos encombrants qu'on valorise, mais on obtient notre capacité maximale sans problème de 41 000 tonnes par an. On n'a pas de vide de four constaté. Sur la matière sur le tri et le bac jaune, donc voilà une extension des consignes historiques. On vient de passer encore un cap avec la modernisation et puis le côté captation des petits adus. Il est aujourd'hui d'une capacité de 30 000 tonnes avec le partenariat avec Montbéliard, on en parlait tout à l'heure, qui va continuer à se développer. Les autres faits marquants sur les déchetteries, c'est peut-être là qu'on a le plus d'actions à faire aujourd'hui parce que on peut considérer qu'on a fait le boulot sur la partie ordures ménagères, sur la partie collecte sélective. Les performances, elles sont bien entendu quand même à consolider, mais les gros sujets aujourd'hui sont sur les déchets ménagers en général, donc apportés en déchetterie. On a la chance d'avoir ce réseau de 35 déchetteries en propriété et d'avoir la main sur la totalité de la déchetterie, en haut de quai comme en bas de quai. On a une régie de transport, on en parlait tout à l'heure, de 14 camions et de 14 chauffeurs qui transportent à peu près la moitié de nos flux. Et on préfère être jugé sur la valorisation matière de nos déchets apportés en déchetterie plutôt que sur la quantité, parce que la proximité avec un réseau très, très dense, le travail qu'on a fait sur les déchetteries en permettant notamment le dépôt des déchets verts en végéterie et non pas à se charger dans des bennes, font presque un appel en fait aux déchets, mais c'est peut-être quand même plus vertueux d'appeler les déchets au bon endroit en déchetterie que de laisser faire des pratiques d'incinération ou de brûlage, on ne va pas dire d'incinération, mais de brûlage de ces déchets verts chez soi, ou je ne parle pas des dépôts sauvages, mais de brûlage également, on voyait de certains artisans, de leurs déchets derrière leur bâtiment plutôt néfaste, et donc on encourage plutôt à l'apport en déchetterie. Il faut que je précise aussi que nous accueillons dans nos déchetteries les petits professionnels. On a 4500 badges qui ont été donnés aux petites artisans, commerçants, petites PME qui nous apportent leurs déchets en déchetterie, tarifés pour cela, mais tarifés pour ceux qui nous coûtent et gratuits pour ceux qui n'ont pas de coût de traitement important. On a développé dans ces déchetteries, on le verra tout à l'heure, un certain nombre de nouvelles filières. Petit à petit, parce qu'on expérimente, puis après on étend, puis après on généralise des nouvelles filières sur le polystyrène, sur la collecte des huisseries, sur la collecte du plâtre, sur la collecte des meubles. On a été un précurseur dans l'installation d'un ben écomobilier. Et puis dernièrement sur les plastiques souples et rigides qui ont vraiment un impact, un accueil de la part des usagers assez phénoménal. Quand on a mis ça dans quelques déchetteries au départ, on a une attente.
et un encouragement par les usagers de dire bah, tiens, maintenant mes plastiques, mon arrosoir, mes jouets d'enfants, mes seaux en plastique que je mettais jusqu'à maintenant dans la benne encombrant, qu'on appelle la benne enfouissement, qui est vraiment notre voilà la chose la pire qui puisse arriver, et ben là je la mets dans une benne qui permet sa valorisation derrière et qui permet, on le verra tout à l'heure, de la création d'emplois sur la valorisation de ces matières qui sont apportées en déchetterie. Donc on a une vraie adhésion du geste d'usager qui prend conscience en fait de son geste vertueux et de son geste en matière sociale avec la création d'emplois non délocalisables, comme vous disait tout à l'heure Franck, sur le terrain. Le flux déchetterie, c'est quand même 80 000 tonnes, 78 000 tonnes, quand on compare aux 33 000 et 20 000 tonnes d'OM et de collecte sélective. Et puis sur la prévention des déchets, on a été labellisé territoire ZDZG, on continue en étant persuadé que tous les déchets les plus faciles à traiter, c'est ceux qu'on traite sur place, qu'on traite par un retour au sol sur place en ce qui concerne le compostage par exemple. On est dans un territoire très rural, beaucoup de foyers sont équipés de composteurs et on a développé tout un panel de broyeurs de proximité avec la mise à disposition, une politique d'aide à l'acquisition commune pour une mise à disposition à leurs habitants pour faire du broyage et du paillage plutôt que de transporter avec un bilan carbone quelquefois désastreux, de transporter en déchetterie des feuilles mortes ou des branches qui broyaient, donc qu'une envie s'est dressée dans leur parcelle pour enrichir le sol plutôt que d'aller faire des kilomètres pour être composté quelquefois très loin. Deux actions encore importantes dans notre politique, c'est l'action avec l'économie sociale et solidaire. Toutes nos déchetteries sont équipées aujourd'hui de caissons ressourceries avec la présence, avec un partenariat avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, un partenariat sur place, la présence en déchetterie avec un certain nombre d'exigences dans notre partenariat qui fait se montrer justement les partenaires de l'ESS, discuter avec des usagers, capter un certain nombre d'objets. Et on est même allé jusqu'à compléter l'offre de service, puisque dans une partie du territoire, on n'avait pas d'acteurs de l'ESS. On est en train de créer, on va la développer, une recyclerie sur le secteur de Grès qui a généré 7 emplois créés avec un partenariat d'une association locale, mais qui n'était pas foncièrement une association de l'ESS au départ. 21 000 objets vendus, 62 tonnes collectées. On continue, puisqu'on va agrandir cette recyclerie, en mobilisant cette fois un certain nombre de partenaires associatifs ou individuels autour de ce projet de réparation et de recyclerie. Et puis un volet absolument important, c'est la communication et la sensibilisation par rapport à l'environnement de tous les publics, qu'ils soient les scolaires, et on travaille avec deux partenaires également, avec une centaine de classes qui sont visitées chaque année dans un vrai parcours pédagogique avec l'aboutissement des visites des installations, mais également du public, du grand public, au niveau des portes ouvertes, au niveau de l'accueil ici au centre de tri, de créneaux spécifiques pour les groupes, pour les associations, pour les adultes en journée. On permet on accueille à peu près 2500 visiteurs sur l'année dans nos installations. Et puis un certain nombre d'animations au plus près, lors de foires, lors d'animations sur tout le territoire. On a des conseillers du tri qui sont à même d'aller porter les samedis, les dimanches et les jours fériés le stand du site EVOM au plus près des habitants. Voilà un petit peu tous nos faits marquants qui nous animent. On disait tout à l'heure qu'on avait une compétence unique, le traitement des déchets, mais à travers cette compétence, on voit toutes les déclinaisons qui peuvent être faites. Alors, on va faire un zoom parce que, vous l'avez compris, il y a pas mal de choses à évoquer sur ce vaste sujet des déchets. On a choisi en fait 2 actions assez emblématiques et qui peuvent expliquer aussi le partenariat, alors avec des collectivités adhérentes par exemple. Excuse-moi, si je peux te demander de le faire en 5 minutes la fin, qu'on puisse avoir un petit quart d'heure d'échange. J'ai eu le timing, je pense qu'on va le faire rapidement. C'est parfait.
Donc sur les deux projets rapidement importants, parce que cette création de cette plateforme que l'on a baptisée Symétrie, elle est, j'allais dire, à la fois une plateforme partenariale, et vous le voyez, avec l'économie sociale et solidaire, mais aussi avec nos adhérents et les communes de notre territoire, et dans une logique en fait de faire un multi-partenarial avec le soutien de ce projet, puisqu'il a été construit à partir d'une friche industrielle, et donc nous avons le soutien de l'Europe, de l'État, de la région Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi de l'ADEME. Et en fait, l'objectif derrière tout ça, c'est de répondre aux fameux 3 enjeux: environnemental, économique, social et solidaire. Environnemental sur l'objectif finalement d'optimiser et de créer des filières de recyclage sur des choses qui n'existent pas à l'échelle nationale et sur lesquelles nous ne sommes pas aidés. Mais on sentait bien qu'il y avait un vrai sujet, puisque les coûts, et en particulier de la TGAP sur les déchets qui allaient à l'enfouissement en déchetterie, nous avait vraiment alerté et nous avait aiguillonné, on va dire, sur ce sujet. Un volet économique, parce que réhabiliter une friche industrielle dans la logique de réemploi dans laquelle nous sommes, ça a vraiment un sens. Et enfin, l'aspect social et solidaire, puisque travailler avec une entreprise d'insertion créée ex nihilo, qui s'appelle Montrer à la source, donnait aussi toute légitimité à ce chantier. Donc, je passe le détail, mais voilà quelques images qui vous permettent de voir que c'est vraiment un site totalement industriel. Alors, ça peut paraître un peu décalé par rapport à une gestion d'une collectivité telle que la nôtre, hein, syndicat mixte, mais il nous semble que c'était l'outil vraiment indispensable à créer, que nous avons mis en service donc en 2019, avec une vocation d'être donc cette plateforme de tri multimatériaux, de valorisation des déchets qui viennent en principal de nos déchetteries, mais aussi qui permettent des partenariats avec des entreprises locales qui peuvent nous amener également les mêmes types de matériaux. Donc le partenariat avec cette entreprise d'insertion et la création donc depuis de 15 emplois, avec un investissement initial de 2,5 millions d'euros, financé à plus de 60% par les partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Pourquoi faire? Eh bien, pour d'une part valoriser le carton, puisque ça nous permet d'avoir un point de valorisation indépendant du centre de tri, préparer ce fameux polystyrène qu'on évoquait tout à l'heure. Alors juste pour vous donner un chiffre, hein, 140 tonnes de polystyrène collectées sur une année, c'est également 800 bennes de 30 mètres cubes évitées. Et ces bennes, elles ne vont plus à l'enfouissement. Et ce polystyrène, il est préparé et il est envoyé vers des solutions de recyclage. Donc ça donne tout son sens à cet outil. Nous y surtrions également les qualités de papier pour nous permettre de mieux valoriser le papier. Nous y faisons du démantèlement d'huisseries. Et j'allais dire, une des grosses activités qui a vraiment démarré à partir de 2020, c'est la valorisation des plastiques rigides et également les plastiques souples, donc ces grands films d'emballage que nous ne valorisons pas dans la partie collecte sélective, qui sont plutôt de type industriel et que nous avons en nombre dans nos bennes en déchetterie. Donc tout ça pour dire que c'est un outil qui nous permet d'asseoir vraiment une valorisation complète de la matière et là aussi d'être un outil partenarial dans sa construction avec les partenaires et collectivités locales qui ont la compétence, développement économique, qui organisent la collecte, mais aussi de proposer cet outil à nos voisins et autres collectivités voisines qui commencent à s'y intéresser pour pouvoir aussi mutualiser l'outil. Et on ne peut pas imaginer qu'on va créer un outil comme ça à l'échelle de chaque département, mais qu'on puisse mutualiser les usages. Un résultat, très simplement, sur une année, on va dire 2020, qui n'est pas une année de référence, mais on va plutôt prendre 2021, c'est 3635 tonnes qui ont été traitées sur le site. Et c'est donc, on a estimé, puisque nous, notre objectif, c'était de ressortir des matières qui étaient destinées précédemment à l'enfouissement, c'est donc près de 900 tonnes de matières qui ont été évitées à l'enfouissement grâce à cet outil et grâce à cette action. La deuxième innovation que nous allons mettre en service et qui est engagée donc depuis un projet qui a été lancé en fin 2016, début 2017, c'est le constat suivant, c'était que nous étions propriétaires de 2 anciens centres d'enfouissement, un que nous avons fermé, vous l'avez compris, en 2014, mais un autre qui était fermé depuis 2002, qui étaient des terres complètement incultes et improductives. Et l'idée a été de lancer un appel à projet avec des partenaires privés qui ont répondu à cet appel pour couvrir en fait ces anciens centres d'enfouissement
de panneaux photovoltaïques à grande échelle. Alors l'image n'est qu'une image pour l'instant reproduite, mais pour vous donner un peu une idée de ce que ça pourrait être, on va recouvrir donc d'un peu plus d'1 hectare de panneaux pour l'un et un peu plus de près de 2 hectares pour l'autre, ces 2 anciens centres d'enfouissement, dans l'objectif de rendre productifs des terres qui étaient incultes et condamnées à être quand même gérées en post-exploitation. Et puis la particularité, c'est que le site EVOM en tant que collectivité, en s'appuyant sur les possibilités qui sont offertes par la loi, de nous permettre de rentrer comme actionnaire minoritaire à 49% dans les 2 sociétés d'exploitation. Tout ça pour boucler la boucle, pour dire que les fruits et les recettes de ce projet-là puissent rester sur le territoire et puissent être réinvestis dans les autres projets que nous aurons pour le territoire et pour l'avenir. Voilà ces 2 projets que nous souhaitions évoquer. Et puis peut-être une dernière petite diapo pour boucler un petit peu la boucle des échanges que nous avons pu avoir et qui donneront aussi une idée un peu plus complète de ce que nous pouvons faire un petit peu en dehors de notre champ, on va dire, strict du service public de gestion et de traitement des déchets. C'est que nous avons un fort partenariat avec les entreprises du territoire. Le président l'a évoqué tout à l'heure, 4500 professionnels qui fréquentent nos déchetteries. Mais pas que, nous avons lancé ce qu'on appelle des actions sur l'écologie industrielle et territoriale avec les entreprises du territoire, ce qui a permis de travailler en table ronde d'abord, et puis ensuite vraiment dans la confiance avec les entreprises pour permettre de regarder si le déchet des uns ne pouvait pas être une ressource pour l'autre. Et un seul exemple à vous donner, c'est par exemple l'exemple des palettes. On avait des entreprises qui nous amenaient des quantités de palettes en déchetterie, alors que d'autres pouvaient les réutiliser. Et donc, la mise en lien simplement de ces acteurs du territoire nous permet après de mieux connaître en fait les pratiques d'un territoire et d'aller vraiment au fond des choses. On a évoqué aussi la coopération avec les autres territoires. Sur notre région Bourgogne et Franche-Comté, nous avons en fait une charte de coopération entre syndicats de traitement des déchets qui nous permet là aussi de se dépanner, d'être dans une espèce de solidarité et dans une vision un peu macro, parce que tout seul, on peut faire des choses, mais à plusieurs, on peut arriver à faire encore beaucoup plus et beaucoup mieux. Et la coopération également sur le tri et sur le partage des nouvelles filières que nous avons lancées. Et enfin, un dernier mot sur l'innovation, puisque nous souhaitons et nous participons à lancer des actions, et c'est notamment avec le cas d'une start-up locale qui s'appelle Purple Alternative, qui travaille en fait sur la régénération des plastiques. Et nous sommes un acteur. Alors on ne va pas se lancer, on ne va pas concurrencer le milieu industriel. Au contraire, on va travailler avec eux pour donner et favoriser, on va dire, un écosystème favorable du moment où en fait les projets de ces acteurs économiques, de ces acteurs privés, puissent aller dans le sens de finalement rejoindre nos actions. Et on s'aperçoit que pour bon nombre de matières, on a à peu près les mêmes problématiques et que finalement la solution des uns peut être mise au service de la solution des autres. Donc on aime bien ouvrir aussi l'écosystème en local, mais aussi avec tous les partenaires privés avec lesquels nous travaillons déjà pour la meilleure valorisation des matières sur notre territoire. Voilà ce que l'on pouvait peut-être, dans cette présentation, essayer de mettre en avant. En s'excusant d'avoir été un petit peu long, hein, mais une fois qu'on a la main, on arrive difficilement à réduire. Non, il n'y a pas de souci. Écoutez, merci pour cette présentation. Je pense qu'on peut l'arrêter du coup, Christophe, hein, le partage d'écran. Moi, je retiens plusieurs choses. Alors déjà, je retiens la réaction de Franck qui me disait en aparté, c'est une plateforme intelligente et c'est vraiment important d'avoir cette capacité d'adaptation sur la plateforme, notamment évoquée tout à l'heure. Je me demandais, mais juste pour une précision un peu sémantique, quand vous parlez de plan de prévention, on est sur le plan de prévention de quoi? De gaspillage, comment vous abordez le sujet? C'est l'ancien label, on va dire, de l'ADEME, plan en fait local de prévention des déchets ménagers. Et donc, c'est vrai que le plan maintenant, il se confond avec le plan régional, mais qui était plutôt là un plan vraiment de réduction et de diminution des déchets ménagers à l'époque. C'était un label en 2009, on y a souscrit, donc
C'était vraiment un des premiers plans locaux de prévention des déchets qui existait. Oui, c'est très bien. Ok, moi je trouve que vous avez été très clair. Je vois bien la réalité d'une économie circulaire, nécessairement circulaire, on va dire, avec les déchets, plus que dans d'autres domaines où finalement on s'aperçoit qu'on a des boucles plus ou moins circulaires. Je pense qu'avec les déchets, même dans les approvisionnements alimentaires, on voit bien que voilà, on parle d'un intermédiaire, deux intermédiaires, mais en revanche, le déchet, il est à traiter tout de suite et dans presque un milieu clos. Parce que sinon, ça n'a aucune pertinence et aucune réalité économique viable. Je pense que vos performances, alors à vous, Citevom parle d'elles-mêmes. On a été moins dans le concret avec Veolia, parce qu'évidemment, Veolia, c'est des dizaines de sites et c'est beaucoup de tailles, de structures très différentes. Mais je pense qu'avec votre exemple, on voit vraiment quelque chose de très concret, très puissant. 3 types d'actions que j'ai notées, donc ces fameux plans de prévention. Il y a aussi la redevance incitative, il y a aussi la notion d'extension à tous les emballages. Je pense qu'on pourra aller aussi très rapidement sur votre territoire sur la gestion des biodéchets, qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, avant d'aller là-dessus, et pour profiter des 10 minutes qui nous restent sur les échanges, je voulais avoir votre avis à tous les trois d'ailleurs, un peu synthétique, mais du coup, comment le DG de commune, le DG sur un équipement, pardon, une collectivité territoriale de votre territoire peut participer, alors de votre territoire ou après, sinon, dans un univers d'une DSP ou d'une action qui est menée par Veolia, comment le DG de commune, le DGA de grande collectivité ou de moyenne, peut s'investir dans le projet et participer pleinement à la gestion des déchets. Je propose de répondre, vous, messieurs, d'abord. Alors, je vais essayer d'y répondre avec l'expérience que j'ai, puisque finalement, comme bon nombre de personnes qui travaillent dans les déchets, en fait, je ne suis pas né dans les déchets. Et mon parcours professionnel m'avait amené à plutôt être un DGS ordinaire, celle d'une collectivité en commune principalement. Et en découvrant en fait cet univers des déchets, d'une part, c'est passionnant parce qu'on est, je pense, encore à l'aube de quelque chose qui est en mouvement, mais assez perceptible dans ce qu'on peut déjà faire, mais encore avec beaucoup de possibilités. Et en fait, on se retrouve dans un univers avec une dimension déjà géographique qui est bien au-delà du territoire communal, mais qui nous oblige aussi à regarder ce qui se passe et à beaucoup collaborer avec le territoire. Dans mon expérience, ça a été assez facile parce que j'étais DGS d'une collectivité du territoire. Donc, je connaissais déjà en fait mes homologues. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'effectivement, on n'est plus tout à fait le même DGS. C'est-à-dire qu'on a une vision qui est défocalisée, dézoomée à quelque part, et qui doit être beaucoup plus ouverte que celle d'un DGS en fait de commune, par exemple, ou même de PCI, pour essayer vraiment d'engager cette collaboration, cet effet d'entraînement du territoire, d'une part, et puis cet effet de coopération. Alors, on a parlé de coopération avec les autres territoires voisins, parce que ça, c'est important aussi, mais aussi avec tous les acteurs qui travaillent sur les déchets, les acteurs du monde du privé, évidemment, parce qu'on n'a pas les débouchés, on est dans un milieu industriel, donc il faut qu'on s'appuie sur des expériences et du partage avec nos repreneurs locaux, régionaux, nationaux, et c'est vrai que c'est l'enrichissement mutuel qui nous fait avancer. C'est les idées que l'on a pu développer avec nos partenaires, nos repreneurs, qui nous ont fait germer effectivement la plateforme Symétrie pour pouvoir créer cet outil qui manquait crucialement sur le territoire. Donc c'est vrai que c'est une démarche peut-être un tout petit peu différente d'ouverture vers le monde économique, vers nos entreprises, vers le territoire, qui est encore peut-être plus forte à l'échelle d'un syndicat de gestion des déchets qu'à l'échelle d'une commune ou d'un territoire intercommunal, par exemple. Et pour vous, Monsieur le Président, du coup, comment vous voyez le rôle des DG de commune dans votre action au quotidien? Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous pensez que ça pourrait générer des bienfaits, leur implication, leur sensibilisation? En fait, c'est évident parce que quelle que soit la taille du syndicat de traitement, quelle que soit la collectivité qui va avoir en charge les déchets, l'acteur, c'est quand même l'habitant. Et le lien entre l'habitant, c'est le lien entre l'habitant et son maire. Alors moi, j'ai une petite commune, j'ai pas de DG, enfin j'ai un rédacteur, j'ai une commune de 1000 habitants. Mais le lien quotidien
entre l'habitant et le déchet, il se fait au niveau de la commune. Et à mon arrivée ici en tant que président, en fait, j'ai constaté qu'on avait presque on était trop éloigné en fait du maire, qui après est le relais, mais que ce soit le maire ou le DG, puisqu'on sait bien qu'il y a vraiment une connexion permanente entre les deux, entre l'élu et puis le directeur général. Et donc il faut on rétablit ce lien-là. Et je pense que les usagers, on est aujourd'hui dans un temps où il y a bien entendu la facturation, ok, mais après il y a vraiment une appropriation par les habitants et il faut qu'on partage avec eux quel est le bien fondé de leur geste de tri, qu'est-ce que ça génère derrière. Bon, il y a bien des émissions quelquefois qui vulgarisent un petit peu ce geste de tri, mais pas toujours de la meilleure façon. Donc c'est le rôle de l'élu et des DG d'aller expliquer quelles sont toutes les vertus connues au niveau tarifaire, mais inconnues au niveau des impacts d'emploi dont on parlait tout à l'heure, ou d'environnement et de transition écologique. Donc c'est ce lien-là, je pense qu'il est indispensable et on a un gros besoin de communiquer sur la qualité de ce qu'on fait. On n'est plus dans l'incinération, on est vraiment dans un spectre très large de la valorisation et de la ressource. Oui, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que, oui, Franck, tu peux compléter? Non, mais je voulais vraiment abonder. Je n'ai pas de mandat d'élu, je n'ai pas d'un passé non plus de directeur général de service, mais dans la continuité de ce que j'évoquais sur le rôle du maire, oui, bien évidemment, binôme. Et moi, je suis toujours étonné de voir la puissance et la capacité de propagation d'un message bien porté par le personnel territorial de la commune. Parce que c'est lui qui aussi est au contact des citoyens en permanence. Et on m'interroge souvent, vous parliez de communication à juste titre tout à l'heure, finalement sur les éléments de langage et l'appropriation des bons éléments de langage à l'échelle de l'ensemble du personnel des communes par rapport à ça. Parce que c'est eux, après, qui sont au quotidien à ce contact-là. Et je pense que là-dessus, on a collectivement à progresser sur l'appropriation et moyens. Et ensuite, encore une fois, les données. Aujourd'hui, il y a une richesse dans les données incroyable. Vous avez des bacs pucés, forcément, vous avez tous ces éléments-là, et on est capable de redescendre des informations à l'échelle de chacune des communes qui peuvent s'en saisir pour se dire véritablement dans la commune, c'est ça. Parce qu'après, vous le saviez mieux que d'autres tous les deux, moi je suis très marqué au travers de mon histoire perso et professionnelle sur l'enjeu de la gestion des exceptions, que ce soit les personnes à mobilité réduite ou autres. Et en fait, on voit bien qu'à un moment donné, derrière tout ce qu'on affiche, tout ce qu'on déploie, en fait, ce sont plein d'exceptions qu'il faut gérer au quotidien pour rassurer tout le monde sur la réalité, finalement, du bon fonctionnement du service public. Moi, ça me rappelle mais vous avez très bien complété tous les trois la question et la réponse, je la partage. Ça me rappelle l'intervention d'Enedis dont on a parlé tout à l'heure avec Franck en préparation de ce webinaire, qui disait, mais en fait, il y a des choses sur lesquelles on a besoin de tout le monde, et notamment les opérateurs qui soient économiques ou même syndicaux ne peuvent pas forcément franchir toutes les portes ou gagner tous les esprits, alors qu'un maire, qu'il soit d'une grande ou d'une petite commune, il peut aller un peu au-delà. Et du coup, moi, je suis persuadé de ça, mais vous l'avez très bien déjà évoqué. Je pense qu'on a besoin les uns des autres. Et je pense surtout, et c'est pour ça que ce webinaire, j'y tenais beaucoup, et merci de la qualité des interventions et des propos et des projets. Je crois qu'il faut que les DG s'en saisissent et comprennent comment ça marche. Parce qu'en réalité, on ne comprend pas forcément comment ça marche. La question de la captation, moi je trouve ça intéressant. Je ne sais pas comment vous abordez le sujet, vous, au Citévom, mais je crois qu'effectivement, il y a un vrai enjeu de passer finalement d'une lecture collecte où il y a un point qu'on vient chercher, mais qui est une logistique pure, à une notion de captation, c'est-à-dire presque qu'on va aller chercher l'individu, presque dans sa conscience individuelle et son individualisme, mais qui doit être un individualisme citoyen, pour aller chercher l'individu dans sa capacité de tri. Et si lui ne fait pas ça, finalement, vous aurez beau mettre tout ce que vous voulez en place, ce sera pas viable ou trop compliqué, quoi. Je pense. Deux petites choses par rapport à ça. Je voulais juste revenir sur le contact des agents du service public par rapport aux habitants. Nous, on le voit au quotidien avec nos agents de déchetterie, qui ne sont plus des gardiens de déchetterie, qui sont vraiment des agents formés
et qui informe. Dans nos déchetteries, il passe 1 million de personnes, 1 million d'usagers par an, 980 000. Je veux dire, il y en a qui viennent peut-être tous les jours. Ils sont peut-être amoureux de la gardienne, c'est ce que je dis souvent, mais on a vraiment des gens qui sont, et quand on a vu l'attente, l'impatience de la réouverture des déchetteries après le confinement, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. Et nos gardiens aujourd'hui sont formés, on les emmène voir les nouvelles filières, donc on est obligé d'annuler un peu cette journée spéciale gardien, formation des gardiens cette année, mais on les emmène voir les nouvelles filières, voir les repreneurs, voir où vont en fait les déchets pour qu'ils s'approprient en fait toute cette perception de valorisation, et c'est eux les premiers acteurs. Et on a aujourd'hui dans nos gardiens de déchetterie des filles qui sont formidables, qui ont un dynamisme, un enthousiasme, et qui veulent absolument rester au contact de l'usager, et qui sont là dans un accueil en déchetterie, dans une explication. Elles ne sont pas là juste pour fermer la porte et puis vociférer quand on met dans la mauvaise veine. Donc on a vraiment un rôle par rapport à ça. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport aussi à la communication. C'est vrai que c'est quelque chose qui doit être fait au quotidien, où on objective nos adhérents dans un contrat d'objectif avec Citeo, notamment d'avoir des ambassadeurs du tri qui puissent aller porter le message sur la qualité du tri dont on parlait tout à l'heure, mais aller le porter dans l'habitation, pas dans un rôle répressif, mais dans un rôle de communication, de gestes vertueux, et expliquer le pourquoi, et pas en mettant juste un autocollant en refus de tri pour une raison X ou Y. Donc c'est dans toute cette démarche-là. On a peut-être plus facile, nous, à le faire dans un milieu de densité de population un petit peu moindre, avec des typologies d'habitants. On a de l'habitat vertical, mais peut-être pas dans la même proportion dans certaines agglomérations. Mais même dans cet habitat vertical, moi, je suis persuadé qu'on peut aller porter des messages dans des réunions de quartier et puis mobiliser les gens autour de ce geste. Très bien, on va atteindre la fin de ce webinaire. Je vous remercie. Est-ce que je peux vous demander un petit mot de la fin, Christophe et Joël? Je vous laisse vous organiser sur ce petit mot de la fin, synthétique et un point de vue. Ben non, on était en tout cas ravis de partager cette expérience-là. On vous invite, on invite tous les filles, enfin toutes les personnes qui vont regarder ce podcast par la suite. Vous avez vu où situer la Haute-Saône. On accueille, je crois qu'on a pris un certain nombre de rendez-vous lors du congrès Amorce de la présentation de notre plateforme symétrique qui est quand même assez innovante dans ces démarches. On a un calendrier de réception d'homologues qui se remplit, mais c'est ouvert aussi à, pourquoi pas, un voyage des DG sur une thématique particulière. Venez, on vous accueillera en tout cas avec plaisir. C'est bien noté. Y compris, monsieur, y compris Franck, lorsque vous viendrez dans le Grand Est, faites un petit projet. Il a prévu en plus. Il me disait qu'il a déjà prévu le voyage, donc il y a juste à faire la petite boucle. Voilà. Il faut nous dire quand même. Il faut nous dire quand, mais on est prêt. Un mot de conclusion, moi je dirais que c'est vrai que ce que nous avons fait, ça montre qu'un territoire qui se mobilise avec une vraie intention, une vraie volonté politique au départ, peut le faire. Et le faire, j'allais dire, avec finalement une vision maintenant un peu de recul, qui s'est passée sans grande difficulté, et au contraire avec quand même des habitants qui reconnaissent le travail engagé, qui en sont fiers. Et comme on se le dit souvent, on a besoin de ce partage. Parce que dans le retour, en fait, on dit souvent quand ça ne va pas bien, quand il y a des erreurs de tri, quand il y a des choses, on sait aller porter ce message négatif en fait, aux habitants, mais leur dire qu'ils ont bien travaillé et leur signifier, c'est parfois, nos collectivités le mettent sur leur camion, merci, parce que sur ce territoire, il s'est déjà passé des choses. Et donc, c'est aussi grâce aux usagers. On a, nous, apporté les conditions, j'allais dire, et marqué le sens, la direction, mais nos habitants, ils ont joué le jeu, et on peut quand même s'en féliciter. Donc, à tous les territoires qui seraient mobilisés et motivés par ça, dire, nous, on est prêts à partager, mais en tout cas, allez-y, c'est possible. En tout cas, on voit que le binôme président-DG fonctionne bien au Citévom, et ça fait plaisir à voir.
Franck, un petit mot de conclusion, rapide du coup. Oui, oui, vraiment rapide. Bah, écoutez, d'abord, je pense qu'on est dans l'esprit du partenariat des savoirs et c'est toujours très intéressant d'avoir cet échange véritablement ouvert. Moi, je suis bravo pour ce que vous avez fait sur votre territoire, qui est vraiment dans l'esprit extraordinaire, et notamment dans la mobilisation des partenaires, de différents types de partenaires au niveau de votre écosystème territorial. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous avez un syndicat qui est aussi interdépartemental et on voit bien les éléments de collaboration parce que je pense que c'est précieux aussi d'avoir cette approche cohérente dans le cadre des plans régionaux, d'avoir cette dimension soutien-aide, notamment par rapport à des arrêts techniques que vous avez mentionnés ou autre chose. Et puis un deuxième bravo parce que je trouve que votre plateforme Symétrie, au-delà du nom, qui est très bon, c'est vraiment l'avenir. C'est vraiment à l'avenir. Je fais juste un lien. Tout à l'heure, on a parlé rapidement des REP, de tout ce qui est en train d'arriver. Faut pas imaginer que demain, on puisse à l'infini étendre des déchetteries, qu'elles soient ménagères, professionnelles ou mixtes. À un moment donné, il faudra capter certains flux et puis il faudra amener derrière finalement un tri supplémentaire, un surtri, enfin peu importe comment on l'appelle. Et c'est ce que vous avez vraiment initié. Et puis ça permet cette souplesse d'adaptation. Parce qu'en fonction des cours des matières qu'on subit parfois sur des enjeux mondiaux, avec des cours mondiaux, il y a des moments où il est pertinent d'aller plus loin dans un tri, d'aller moins loin. Vous parliez des qualités, il y a peut-être certaines qualités dans le papier à un moment donné qui sera plus pertinent, ou à un moment donné, il faudra arriver sur une qualité moyenne. Et là, vous avez cette possibilité de régulation. Et franchement, c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une excellente idée. Et en tous les cas, c'est un vrai beau sujet d'avenir. Merci Franck, merci à tous les deux. Je pense que quand je connais bien Franck depuis pas mal d'années, quand il fait ce genre de remarques, c'est pas juste pour le plaisir, c'est parce qu'il le pense. Et c'est beau de finir ce petit webinaire par l'idée que vous êtes déjà dans la préfiguration de l'avenir. Moi, j'y crois assez, hein, j'y crois à la force d'un territoire qui saisit d'un sujet. Beaucoup plus que les outils, c'est l'intention, c'est la volonté. Et les outils, après, ils viennent d'une forme ou d'une autre. Et je pense que vous êtes l'incarnation avec ces différentes façons de porter le sujet, de la diversité d'outils qu'on a, nous, les territoires, pour faire bien, mieux en tout cas. Et en tout cas, je vous remercie évidemment tous les trois. Je suis désolé pour ceux qui voulaient être en direct, mais j'essaierai de faire en sorte qu'il y ait ce podcast. Et puis, je vous dis à bientôt, sans doute plutôt dans la Haute-Saône, qui visiblement fait des cures thermales, si j'ai bien compris, notamment, mais pas que. La possibilité à Luxeuil, effectivement. Oui, mais voilà, il y a aussi Symétrie maintenant. Luxeuil sera presque plus connu bientôt par Symétrie que par ses termes. Bon, je ne vais pas dévoiler toute la vie des intervenants. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Très bien, merci. À très bientôt. Au plaisir, merci. À bientôt, au revoir.